Donc rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Donc aujourd'hui nous sommes le 9 mai 2023 et je continue mes réflexions à partir de l'émission philosophique de France Culture avec philosophie de Géraldine Moulman. L'épisode 1.4, la pensée libérale confiante dans les comportements spontanés. Et on est en train de voir que ces comportements spontanés, ils doivent être encadrés. On ne peut pas faire confiance. En somme, on se retrouve avec le système libéral, les ultralibéraux, on va dire, sont toujours en train de dire il nous faut plus de liberté, on doit avoir plus de liberté, etc., etc. Il doit y avoir moins d'État, moins de protection sociale pour les ouvriers, etc., etc. On doit pouvoir faire ce qu'on veut avec les ouvriers, etc., etc. Donc, ils sont dans un modèle comme ça. Donc, il y a la lutte entre ces réactionnaires qui veulent en fait revenir aux principes anciens de nos origines. C'est ça. L'ultralibéralisme, c'est la pure liberté, comme lorsque nous étions des primates naturels. Mais si nous sommes sortis des primates naturels pour devenir des humains accomplis, ça n'est pas pour rien. Et nous ne sommes pas encore des humains accomplis. Nous sommes encore en la lutte entre ceux qui voudraient revenir à cet état plus ou moins de nature. Le comportement spontané, c'est l'idée du système de la nature, c'est-à-dire les dominants thésaurisent les privilèges, le groupe dominant ou le dominant thésaurise toutes les femelles, il interdit l'accès à tout le monde au reste, par des coups de dents, par des menaces, etc., etc. Et puis c'est tout, et ça fonctionne comme ça. Et puis à un moment, il est renversé, et puis il y a un autre dominant qui prend sa place, etc. Et le modèle continue comme ça. Sauf que ce modèle-là fait que nos cousins primates ne peuvent pas évoluer comme nous évoluons. C'est parce que nous avons mis en contradiction ce système-là que nous évoluons vers quelque chose d'autre qui est la paix universelle, la fraternité, le partage, l'égalité, la fin de cette compétition sauvage, etc., que nous sortons, que nous perdons progressivement de notre sauvagerie, en somme, dans cette chose-là. Même si la sauvagerie est toujours là et elle est même multipliée parce que par notre créativité, par le progrès technique, par le progrès, tout ça engendre plus de sauvagerie, une plus grosse sauvagerie, mais globalement, on travaille à éliminer cet état de nature. Et donc, la liberté, elle est fondamentale, elle fait partie de quelque chose, mais elle doit être absolument encadrée. Et donc, je reprends l'écoute de ce podcast. Et il faut bien savoir que c'est en lien avec la théorie que je défends, selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, la fin de l'abus des êtres humains les uns envers les autres, la fin du fait que l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc un partage absolu, une égalité totale, enfin voilà, on va vers cet état-là, selon moi. Lorsque des hommes ou des femmes sont maintenus en état de dépendance, de subordination, etc., il est tout à fait évident que ça irait beaucoup mieux si, en effet, ils étaient libres. Donc, moi, j'ai tout de même deux objections fortes. Il y a des ordres spontanés qui ne sont pas aussi justes et efficaces que cela. Et deuxièmement, rien ne prouve qu'ils soient aussi impersonnels que cela. C'est pas parce qu'ils ne sont pas le produit d'une seule personne, en effet. Et il faudra réfléchir aussi sur l'usage du terme spontané. Je vous propose de laisser Vincent Valentin réagir, parce que peut-être lui va-t-il défendre davantage, je vous le demande Vincent Valentin, la notion d'ordre spontané dans le champ économique.
Oui, alors on peut avoir écrit un livre ensemble et être de très bons amis et avoir quelques petits désaccords. Et donc effectivement, je défendrais peut-être davantage la notion d'ordre spontané qu'Alain Laurent. Et d'abord, la première chose que je voudrais dire en réponse à votre question là, initiale, c'est que l'ordre spontané n'est pas du tout le meilleur des mondes possibles. L'ordre spontané ne vise pas une sorte de perfection. En définitive, pourquoi il est défendu, notamment par Hayek, mais par évidemment une tradition plus large que lui, eh ben, c'est parce qu'il semble que, de manière scientifique, de manière descriptive, eh bien, c'est comme ça que la société fonctionne. Mais oui, mais non, justement, c'est là où il y a une... non seulement c'est pas le meilleur des mondes possible, l'ordre spontané, mais c'est quelque chose qui doit être forcément contraint pour ne pas refluer vers les primates que nous étions, pour aller vers les humains aboutis vers lesquels nous allons. Alors évidemment que c'est quelque chose qui ne vise pas la perfection, l'ordre spontané. Le libéralisme, il ne peut pas se poser la question de où nous allons. Est-ce que nous allons vers la perfection? Parce que sinon, il est obligé d'encadrer son propre système. Parce que ce système-là, dès qu'il est libre, il est maltraitant. L'ordre spontané fait qu'il y a accumulation de richesses, il y a des gens qui vont thésauriser d'un côté, puis des gens qui vont forcément s'appauvrir, parce que la masse d'argent, elle est toujours à peu près égale, en gros, mais s'il y en a qui deviennent de plus en plus riches, il y a forcément des gens, ça pompe sur le reste du monde. Voilà, c'est des principes des vases communicants. Donc, ce n'est pas le meilleur des systèmes possibles. Loin de là. La seule chose, c'est que c'est le meilleur système actuel parce que la liberté prédomine sur l'égalité. On l'a vu, on a rencontré le problème avec le communisme, le fait de brimer la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, etc., etc. On a vu que c'était pas viable, que c'était quelque chose que l'homme refusait. Il a besoin de cette liberté, elle est fondamentale. Mais elle doit être encadrée justement avec toujours plus d'égalité. L'égalité doit être quelque chose qui monte dans le système libéral de plus en plus. Donc, en réalité, la période du néolibéralisme du côté occidental, et peut-être sans doute mondial, est une période de régression. Même si elle a permis, il fallait sans doute cette régression pour pouvoir universaliser le monde, pour pouvoir faire cette mondialisation, pour pouvoir mettre en lien, tisser des liens entre l'ensemble des composantes de la société humaine, ce qui fait que maintenant, les États-Unis, par exemple, ne peuvent plus être dans la toute-puissance parce qu'ils sont dépendants, ils ont tissé des liens de dépendance avec la Chine, avec... peut-être ils arrivent à écarter la Russie, mais ils ont tissé des liens avec les BRICS, etc., etc. Et donc, ils ne peuvent plus sortir ils ne peuvent plus être des dominants classiques qui mordent celui qui va arriver, qui monte, etc., sans que les prétendants puissent se révolter. Il ne peut plus être dans un système comme ça. Et grâce à quoi? Grâce à la domination, à ce système de domination qu'il a mis en place en somme. Et donc, alors voilà. Donc, ce principe de libéralisme, mince, excusez-moi, mon téléphone était déchargé, le temps de mettre tout ça, je suis sorti de ma concentration. Ben voilà, un des problèmes avec l'autisme d'Asperger, ça fait ça. Ça fait aussi qu'on peut vite sortir de la concentration et penser complètement autre chose. Et voilà, donc... et là, je ne sais plus du tout de quoi je parlais. Bon, bref, c'est pas la bonne solution. Donc,
Et là, justement, dans cet épisode, parce que moi, je l'ai perturbé, l'écoute de cet épisode, je vais le mettre, je le mets en ligne, et allez l'écouter entièrement, et vous verrez que, justement, et c'est là où je pense que Géraldine Moulman, c'est sans doute, pour moi en tout cas, c'est la meilleure animatrice de ces émissions. Il y a eu plusieurs, il y a eu un animateur, c'était Raphaël Enthoven, puis après il y a eu d'autres personnes, etc. Mais la plus philosophe, réellement philosophe, avec l'esprit critique, et ben c'est, à mon sens, c'est justement Géraldine Moulman qui laisse rien passer, quoi. Il n'y a pas de compromission avec le système, voilà, il y a pas de l'esprit critique est vraiment posé. Et de fait, on peut revenir aux Lumières écossaises, ce courant du XVIIIe siècle, oui. Auquel appartiennent Ferguson notamment, Hume, Smith, etc., dont le principal apport, en fait, est de découvrir, si on le dit de manière un peu schématique, que la société n'est pas le résultat d'une volonté unique et surplombante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de causalité religieuse, métaphysique ou politique au social. Ce que vous voulez dire, pardon, j'essaie, parce que ce point me paraît crucial, la main invisible de Smith, ce n'est pas la main de Dieu. C'est ça que vous dites? Alors, il y a un débat très important. Certains considèrent, en le rattachant à son protestantisme, qu'il y aurait nécessairement derrière l'idée que Dieu a bien fait les choses. Mais, alors, on ne peut pas sonder, évidemment, totalement les préjugés ou l'inconscient d'Adam Smith, mais dans la tradition libérale, lorsqu'on défend l'ordre spontané, c'est sur un registre qui se veut scientifique. Alors, en tout cas, il me paraît évident que chez Hayek, il y a une approche parfaitement athée, si vous voulez. Alors, justement, passons à Hayek, parce que je crois que ça va vous permettre d'expliquer un point qui vous... Et c'est là où ça fonctionne pas. Parce que l'athéisme, c'est notre origine primate. Mais il y a un sens, il y a un ordre, il y a une logique. Nous évoluons dans un sens de façon tout à fait... nous sommes poussés par quelque chose et ça peut pas, c'est un recul, c'est un retour en arrière en fait, cette idée et je pense que Adam Smith, quand il parle de la main de Dieu, la main, cette main visible, c'est la poussée de l'évolution. La seule, alors je ne connais pas leur théorie libérale, ces théories libérales, et la différence d'Adam Smith, alors que le peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, parce que en même temps, il critique il propose pas quelque chose un libéralisme absolu, où il n'y aurait pas d'État, il n'y aurait pas juste un système, l'État serait juste là pour défendre la propriété privée de ces riches en grande partie, et puis de ceux qui, voilà, ça serait c'est le système complètement, c'est le système des primates naturels. Le groupe dominant se défend, se protège mutuellement, etc. Et là et thésaurise l'ensemble des privilèges. Ça peut pas, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui fait qu'il y a tout le temps de l'agressivité, qu'il y a dans un groupe de 100 chimpanzés, dans une journée, il y a 10, 15, 20 agressions, 20 moments d'agressivité. Et c'est ce qui fait que chez les êtres humains, si on ne va pas dès qu'on retourne vers l'inégalité, il y a révolte, révolution, guerre, moment de voilà, il y a tout le temps ces moments qui sont là derrière et qui sont prêts à faire basculer le système, parce que les Gilets jaunes, il y a eu un moment où c'était très possible qu'ils renversent le système. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est souhaitable éternellement. On peut pas. D'abord, ça satisfait que la pointe de l'iceberg qui, d'après
le mécanisme ruissellerait vers la masse, mais qui ne ruisselle réellement jamais en réalité. Et donc, c'est pas le modèle. Ce modèle-là, il s'impose parce que c'est pour des raisons annexes. Là, par exemple, le recul, il était nécessaire pour passer, pour constituer la mondialisation. Donc, cette trame que nous avons construite sur l'ensemble de la planète et qui maintenant qui est fondamentale, qui sera sophistiquée de plus en plus, qui sera assainie, qui sera rendue de plus en plus humaine, et en même temps que ce libéralisme, que ce néolibéralisme soit suffisamment injuste pour qu'il révolte le monde et que le monde n'ait plus du tout envie de continuer ce modèle-là, ce modèle qui abuse des autres, qui abuse de ses congénères, qui abuse de la planète, qui maltraite un petit peu tout, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'il y a une raison à tout ça, mais c'est pas notre finalité, c'est pas la finalité de l'humanité. Vous est cher, on le voit dans vos travaux, c'est que pour vous, Hayek a définitivement coupé la notion d'ordre spontané de toute théologie latente. C'est vraiment pour des raisons, dites-vous, épistémologiques. Il n'existe aucun point de vue meilleur, en tout cas, que ce qui se passe spontanément. C'est une sorte de modestie à laquelle nous invite Hayek. Est-ce bien cela, Vincent Valentin? Et pourtant, c'est pas le meilleur. Le meilleur, maintenant, on sait que ça va être autre chose. Sur la mécanique universelle, je parle de symbiotisme. Maintenant, on est contraint à ce symbiotisme. C'était valable tant qu'on n'avait pas le souci de la planète, tant qu'on était insouciant. Ce modèle-là, il a été important. Il fallait qu'on n'ait pas le souci de la planète pour tisser cette mondialisation, pour tisser ces liens mondiaux, parce que maintenant, c'est mondial. À partir des années 90, quand le communisme est tombé, les liens se sont tissés entre tous les pays, entre tous les systèmes, et on voit à quel point on était dépendant, même si là il y a un recul, et c'est là où on voit que ce néolibéralisme ne joue pas le jeu. Quand il veut écarter, il veut rompre les liens qu'il y avait, il veut écarter une partie du monde, là les Russes par exemple, il veut les marginaliser, les sortir du système pour voir ce qui se fait, alors que le but était de tisser cette planète. Et on va se retrouver avec un système qu'il va falloir gérer, c'est-à-dire un monde qui va être dans un état d'injustice, qui va soulever des injustices. Enfin, il ne peut faire que de l'injustice, un système qui rentre dans la toute-puissance du libéralisme, qui est dans l'ultralibéralisme, qui essaie d'écarter toutes ces règles. C'est ce qu'il est en train de faire. Il transgresse ses propres lois, ses propres règles pour maltraiter un des participants à cette mondialisation, etc., pour essayer de le neutraliser. Et en faisant ça, il se met au regard du monde qui dit, bon ben, on ne peut pas faire confiance à ce système, il n'est pas... Donc, ce système va être dépassé. Et quand je parle de symbiotisme, eh ben, le symbiotisme, c'est l'ensemble des composantes de cette humanité qui travaillent chacun pour le bien de l'autre, mais de façon volontaire, même s'il travaille pour son bien, mais en même temps pour le bien de l'autre, parce qu'il sait que ça fait partie de son bien. Maintenant, chaque nation travaille, par exemple, pour le bien de l'humanité, travaille son écologie pour le bien de l'humanité, parce que c'est pour elle-même alors il y a de l'égoïsme, mais il y a en même temps la conscience qu'il faut travailler pour les autres, qu'il faut le faire aussi pour les autres. Et donc on rentre dans cette idée de symbiose.
La symbiose, c'est le fait de générer quelque chose pour le bien de l'autre, et l'autre génère quelque chose pour notre bien. C'est mutuel et c'est ensemble. Le neutralisme, c'est, ou l'antagonisme, ou même le commensalisme, c'est on génère quelque chose de bon pour nous, et même si c'est au détriment des autres, c'est l'égoïsme en somme sur les choses. Mais là, on est en train de dépasser ce modèle libéral dont parlent ces intervenants, et je pense que maintenant, soutenir ce néolibéralisme, c'est la vieille garde, ça devient, à mon sens, réactionnaire. C'est une vision ancienne de l'évolution. Voilà, je suis désolé de le penser comme ça, mais c'est mon point de vue. Allez, on va aller jusqu'au bout de ça, là. Oui, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire que Hayek, c'est ce qui est fascinant dans son œuvre, quoi qu'on puisse penser des retombées politiques de ses conclusions. Ce qui est fascinant dans son œuvre, c'est que il part finalement d'une théorie de la connaissance, d'une approche épistémologique, pour aller jusqu'à un projet de constitution clé en main, si vous voulez, en passant par l'apologie d'économie de marché. Alors c'est un peu complexe, mais on peut essayer de le résumer. Pour Hayek, alors, si vous voulez, il y a... l'économie de marché, à chaque fois ça stimule un peu des trucs. C'était fondamental, et le libéralisme a été fondamental dans l'histoire. Il a dépassé justement le système aristocratique où il n'y avait qu'un groupe qui thésaurisait les privilèges, etc. Ça donnait de la liberté à d'autres groupes humains, aux bourgeois qui commençaient à monter, etc. Donc ça sortait les privilèges de l'aristocratie. C'était génial, la pensée libérale. Elle a libéré l'humanité à un certain moment de façon extrêmement importante. Elle a apporté de la liberté, elle a apporté de l'égalité, etc., etc. Mais maintenant, elle fait l'effet inverse. Mais comme tous les systèmes, un système, à un certain moment, il est très important pour la société, et puis il doit être dépassé parce que l'humanité est en évolution. Maintenant, nous ne sommes plus à l'époque de 1700 et quelques où la liberté devait pousser jusqu'à ce qu'on renverse le système aristocratique, qu'on casse la concrétion qu'il avait fait, qui faisait que il y avait un groupe d'humains qui, par le sang, thésaurisait tous les privilèges. Ça a rompu avec ce mécanisme-là, ça a conduit à la révolution, etc., etc. C'est fondamental, c'est tout à fait juste. Mais maintenant, ce libéralisme qui aujourd'hui profite surtout aux dominants doit être dépassé pour quelque chose qui profitera au peuple de façon démocratique, et aux dominants et au peuple et à l'ensemble de la collectivité, et en plus à l'ensemble de l'humanité. Que ça puisse... maintenant, on est obligé de le voir de façon universelle, donc symbiotique. On ne peut plus se permettre de le voir de façon nationale. Juste pour nous, notre nation, nous on profite, et puis à côté on se fiche de ce qui se passe. C'est plus possible. Donc c'est bien le symbiotisme qui va prendre le pouvoir. Voilà. Bon, on va finir cette écoute là, mais enfin cette partie d'écoute. Mais par contre, je vous conseille d'aller l'écouter peut-être après. Formule de lui qui est importante, qui est que l'homme n'est pas né sage, rationnel et bon, mais il a dû apprendre à le devenir. C'est-à-dire que pour Hayek, l'homme, de manière individuelle ou collective, finalement, ne sait pas a priori ce qui est bon pour lui. Il est empiriste. Et donc, c'est seulement par tâtonnement, par expérimentation, qu'il va pouvoir comprendre ce qu'est un bon comportement pour affronter finalement les conditions d'existence humaine, la condition humaine. Et donc, vous voyez, ce n'est que par expérimentation, finalement, que peu à peu, l'humanité dégage des règles de juste conduite qui sont favorables à son développement.
Et donc, sur cette base-là, il va considérer que toutes les institutions de la liberté sont nées par l'expérimentation et sont nées de manière spontanée. Si vous voulez, il n'y a pas un démiurge, un dieu qui a dit une fois pour toutes la liberté, la responsabilité, le contrat, etc. C'est bien. Non. D'après Hayek, on a découvert progressivement les vertus sociales de ces principes-là, vous voyez, par expérimentation. Et donc, pourquoi c'est important de revenir à l'épistémologie? C'est parce que finalement, nous n'avons aucune connaissance a priori de ce qui est bon pour nous, qu'il faut maintenir en place une organisation qui multiplie les expérimentations, les expériences de chacun. Et pourquoi le marché est indépassable de ce point de vue, même s'il n'est pas le meilleur des mondes possibles? Eh bien parce que le marché multiplie l'expérimentation par chaque acteur, consommateurs, producteurs, investisseurs, etc., des règles qui permettent de surmonter les difficultés d'existence humaine. Et donc, le marché est un ordre spontané. Il faut maintenir cet ordre spontané du jeu économique et au-delà du jeu social pour que les conditions de progrès de l'humanité soient entretenues. Alors c'est très, j'entends, oui, finissez, je vous en prie. Oui, et donc simplement, pourquoi il sera critique précisément de l'interventionnisme? Parce que si l'État intervient trop, même avec d'excellentes motivations, sociales, de justice sociale, etc., eh bien, il pourra en fait saper les fondements du progrès, le progrès reposant sur une expérimentation permanente des règles qui permettent à une société complexe de fonctionner. Alors pour nos auditeurs, je voudrais qu'on précise 2-3 choses sur Friedrich Hayek, qui est né en 1899 et mort en 1992. Il était autrichien. Il a d'ailleurs, dans sa jeunesse, été un peu tenté par des idées socialistes, notamment celle des Fabiens. Et puis un personnage notamment comme Ludwig von Mises, qui n'est pas très connu des philosophes, mais à tort. Marcus, par exemple, le connaissait très bien, l'a vraiment converti à cette idée que intervenir dans les ordres spontanés, c'est toujours faire moins bien parce que le point de vue total n'existe pas et l'ordre spontané est capable, lui, d'atteindre le meilleur. Je vous propose d'entendre un texte de Hayek qui va préciser, enfin exactement ce que vous expliquiez, Vincent Valentin. Il s'agit d'un extrait de son livre de 1973, Droit, législation et liberté, chapitre 2. Voilà, donc, où est-ce qu'on est là? Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolé, je suis dans un moment un peu confus dans mes explications, c'est pas très limpide, mais je pense que pour la plupart, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir mettre sur papier pour pouvoir corriger, enrichir, préciser ces pensées que j'essaie d'expliquer et que ma façon de m'exprimer là, parce que je ne maîtrise pas suffisamment bien le sujet, fait que c'est touffu. Pardon, et c'est pas très écoutable. Mais bon, voilà, que cela ne vous empêche pas, si vous pensez que malgré tout, il y a un peu d'intelligence là-dedans et que c'est peut être un peu favorable pour l'humanité et pour la pensée humaine, de mettre des pouces et de mettre et de vous abonner à la chaîne et d'en parler, évidemment. Voilà, bon, je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.